La mentalité du 5 à 9. D'autres personnes, la majorité peut-être, oscillent entre deux attitudes, celle caractéristique de la personne qui se laisse aller et celle caractéristique du bourreau de travail. Elles optent donc pour le quart de travail régulier. Ces personnes semblent bien fonctionner seulement à un niveau de stress moyen. Elles ne peuvent s'occuper que d'un certain nombre de projets à la fois. Elles aiment avoir leur soirée à elles pour prendre le temps de vivre. Un homme qui, par exemple, travaille dans une entreprise peut un jour décider d'ouvrir son propre commerce. Or, à mesure que ses responsabilités augmentent, il s'aperçoit qu'il doit arriver au travail le matin avant tout le monde et repartir le soir longtemps après tout le monde. C'est alors qu'il se dit: j'aimerais bien mieux travailler pour un patron et laisser à d'autres la gloire et les maux de tête. A-t-il tort? Bien sûr que non, dans la mesure où les seules options qui s'offrent à lui sont le travail jour et nuit et le travail de 5 à 9. Vous vous rendez compte, lorsque nous abordons la quatrième attitude vis-à-vis du temps, qu'il y a des solutions de rechange. Quant à cet homme qui essaya de fonder sa propre entreprise, il s'aperçut qu'il lui fallait travailler plus de temps qu'il ne s'en sentait capable. C'est pourquoi il renonça à relever le défi, convaincu que le prix du succès était trop élevé pour lui. Tout le monde n'est pas prêt à payer le prix qu'il faut pour atteindre du succès. Et cela vaut autant pour ceux qui essayent de faire marcher une petite entreprise que pour certains cadres de ma connaissance. Voici quelques anecdotes qui prouvent que certaines personnes devraient fixer des limites au prix à payer. Une petite fille demande à sa mère: pourquoi papa ne joue pas avec moi? Il revient du travail et il s'enferme tout de suite dans son bureau. Puis, après le dîner, il retourne travailler. Moi, je veux jouer avec mon papa, m'aime-t-il encore? Alors maman, qui essaie de ne pas pleurer parce elle a aussi eu des difficultés à endurer sa propre solitude et ses souffrances, essaie d'expliquer à sa fille: ma chérie, ton papa est très occupé. Il t'aime beaucoup et c'est pourquoi il travaille si fort. Il a tellement de travail à son bureau qu'il doit en rapporter à la maison. La petite fille réfléchit quelques instants à ce que sa mère vient de lui dire. Tout à coup, les yeux de la petite fille scintillent et elle dit: eh bien, s'il ne peut pas terminer son travail au bureau, pourquoi ne le place-t-il pas dans un groupe plus lent? C'est vrai, pourquoi pas? Il y a une limite à ce qu'une personne peut payer en vue de la réussite financière et professionnelle. Et cette limite est atteinte lorsque la personne s'aperçoit qu'elle est en train de sacrifier d'autres valeurs importantes au projet du succès matériel. Je le sais, moi aussi, j'ai cherché à atteindre certains sommets dans ma vie et je me suis aperçu trop tard du prix élevé qu'il m'en coûtait pour y arriver. Si j'avais su le prix à payer avant de commencer, je ne me serais jamais lancé dans telle entreprise. Le bourreau de travail. Le vieux stéréotype de l'homme à succès est incarné par le personnage de Willy Loman dans Mort d'un commis voyageur. Or, l'homme à succès est aussi un bourreau de travail et pour le bourreau de travail, il n'y a jamais assez de travail. Il travaillera 10, 12 et même 14 heures par jour, homme ou femme. Le bourreau de travail occupe deux emplois à la fois. Il n'a de satisfaction que lorsqu'il doit lutter contre le sommeil ou se priver d'un plaisir pour accomplir ses tâches multiples. Nous connaissons tous le résultat d'une telle attitude, d'une telle façon de vivre. Si elle suscite l'admiration d'une part, elle entraîne aussi l'éloignement de la famille, la maladie et une crise face aux valeurs. Le plus ironique dans tout cela, c'est que le bourreau de travail n'est pas toujours la personne qui gagne le plus d'argent. Souvent, celui-ci accorde plus d'importance à son travail lui-même qu'aux fruits de son labeur. Si j'avais à choisir entre ces trois attitudes vis-à-vis du temps, j'aurais besoin de difficultés à me fixer, en sachant laquelle est la meilleure. Heureusement, il existe une quatrième attitude que je considère idéale: la gestion du temps intelligente. La quatrième attitude vis-à-vis du temps, et la plus éclairée, se veut une amalgame des éléments propres à chacune des trois autres attitudes. Ceux qui gèrent leur temps intelligemment accordent de l'importance à chacun des aspects de leur vie. Ils prévoient même du temps pour la détente et l'inaction. Tout comme ceux qui ont opté pour le 9 à 5, ils ne consacrent pas tout leur temps au travail et savent s'accorder des loisirs et allouer du temps à leur famille. À l'instar du bureau de travail, ils n'ont pas peur de consacrer de longues heures à leur travail au besoin. La différence entre une personne qui sait gérer son temps de façon intelligente et celle qui ne le fait pas est que la première travaille en mettant l'accent sur la productivité plutôt que sur la durée. Autrement dit, elle travaille moins, mais plus efficacement que le bureau de travail. Bref, les personnes qui savent gérer leur temps de façon intelligente sont à la recherche constante de façons d'augmenter leur productivité, c'est-à-dire de développer leur fortune à l'aide d'un levier. Qu'est-ce qu'un levier, me direz-vous? Eh bien, c'est un procédé ou un outil qui vous aide à multiplier vos ressources sur une plus grande échelle. Par exemple, vous pouvez utiliser l'effet de levier en empruntant de façon éclairée en vue d'investir dans l'immobilier ou de mettre sur pied une entreprise. Vous pouvez utiliser le principe du levier en engageant des vendeurs qui travailleront pour vous ou en déléguant une partie de votre travail
à des employés compétents. Je vous livrerai maintenant un secret sur la façon de gérer votre emploi du temps. Il est simple et se présente comme suit. Ou vous prenez en main vos journées, ou vous vous laissez mener par celles-ci. En fait, il s'agit de décider qui est le maître. Car il est beaucoup plus facile de déléguer le pouvoir à d'autres en leur laissant décider de votre emploi du temps. L'une des meilleures façons de reprendre le contrôle de son emploi du temps, c'est d'apprendre à dire un mot des plus efficaces en matière de répartition du temps. Connaissez-vous le mot non? Apprenez à dire non. Pour ma part, j'ai encore du mal à dire non. Il est si facile de dire oui à tout et d'être gentil. Or, il arrive souvent, une fois qu'on vous a dit oui, qu'on doive passer des heures à essayer de se sortir d'une situation ou d'une obligation qu'on n'aurait jamais dû accepter. Voilà une excellente façon de perdre son temps. Finalement, j'ai appris à dire non gentiment. Comment? En agissant comme suit. Je dis non, je ne crois pas pouvoir financer ce que vous me demandez. Mais s'il y a du changement, je vous appellerai. N'est-il pas mieux d'agir ainsi que d'accepter d'emblée un mandat ou d'être ensuite obligé de laisser tomber les gens? Essayez cette méthode. Vous verrez qu'elle est efficace. Et comme mon bon ami Ron Reynolds a l'habitude de dire, ne laissez pas votre grande langue vous mettre un peu trop de fardeau sur les épaules. Je vous fais part maintenant d'une autre technique qui vous permettra de reprendre le contrôle de vos journées. Lorsque vous travaillez, travaillez. Et lorsque vous jouez, jouez. Le mélange des deux ne réussit jamais. Tout ce que vous arriverez à faire en agissant ainsi sera de perdre au change sur les deux tableaux. Si vous travaillez tout en vous amusant, vous n'éprouvez pas la grande joie qui découle d'un grand succès, ni la relaxation totale qui découle d'un divertissement sincère. Je le sais, j'avais l'habitude de dire « Je dois amener ma famille à la plage, je leur ai promis. Que diront-ils si j'ai failli à mes obligations ?» Alors je les amenais à la plage, et tout le temps que j'y trouvais, je me disais « Je devrais être au bureau. Qu'est-ce que je fais à la plage? J'ai tant de travail à faire. Quelle excuse pourrais-je trouver pour raccourcir ce voyage et retourner au travail ?» Le résultat? Je gâchais une journée qui aurait été merveilleuse autrement parce que je pensais au travail durant mes heures de loisirs. Je faisais aussi le contraire. Je me disais, je quitterai le bureau à 3 heures et j'irai faire de la motocyclette sur les petites routes. Devinez à quoi je pensais pendant toute la journée? Et oui, à faire de la moto. Aujourd'hui, lorsque je me rends en Espagne, en Afrique ou en Australie pour des conférences, je considère qu'il s'agit de voyages de travail. Toutes mes journées sont remplies par des conférences, des entrevues. Mais lorsque j'ai fini avec mon travail, je garde du temps pour m'amuser, pour explorer ou pour avoir du plaisir. J'ai ainsi appris une leçon importante. L'un de mes amis, un entrepreneur connu, s'est fabriqué un horaire un peu spécial. Il travaille une semaine sur deux et appelle cela travailler une semaine pour s'amuser une semaine. En réalité, si l'on tient compte des fins de semaine, il s'amuse durant 9 jours et ne travaille que 5 jours. Quel luxe, n'est-ce pas? Cependant, laissez-moi vous dire ceci. Durant les 5 jours qu'il consacre au travail, il travaille et travaille vraiment. Vous ne pouvez pas vous imaginer le tourbillon d'activités qu'il crée lorsqu'il est au travail. Les choses vont bon train, l'un après l'autre. Les secrétaires, les comptables, les architectes et les concierges défilent dans son bureau. Ces 5 jours sont composés d'efforts maximum. Il donne tout ce qu'il peut, sans s'arrêter. Ensuite, il arrête toute activité, va rejoindre sa famille et s'amuse avec elle. Incroyable.